Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Cécile Gallo-Selva qui a fondé et qui dirige Ethique. Bonjour Cécile, Bonjour Benjamin. bienvenue. Cécile, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je suis brandillante, Là, donc il faut que tu me traduises. ici des quartiers HLM de Bron-Terraillon. Bon, j'ai eu un parcours où j'étais très poussée par mes parents pour faire carrière. Donc, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé à Paris. Et puis, à un moment, j'ai eu une quête de sens, un voyage en Angleterre, plutôt des études en Angleterre, et j'ai découvert l'entrepreneuriat social. Ok. Et donc, moi j'ai jamais eu de rôle modèle autour de moi qui était entrepreneur. Famille, plutôt, papa ouvrier, maman secrétaire, enfin, personne dans la famille était Ouais. patron, quoi. Mais j'ai découvert des super dirigeants, et notamment dans l'entrepreneuriat social. Et surtout, j'ai découvert cette façon de travailler euh, qui avait beaucoup de sens et qui me permettait de me sentir utile. Donc, je me suis vraiment lancée. Alors, à l'époque, j'étais bras droit d'un dirigeant, d'un entrepreneur social. Donc, je travaillais 10 ans en Angleterre. Et quand j'ai eu assez confiance en moi, je me suis lancée. Je suis revenue en France, donc fin 2010, pour créer Éthique foncièrement responsable. Ok, super. Alors, si on revient sur déjà la notion d'entrepreneuriat responsable ou d'entreprise responsable ou sociale, est-ce que Ouais. tu peux, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus Oui, oui. Alors, alors la version un peu mondiale du sujet, c'est, euh, c'est quel que soit le statut d'une organisation, sa raison d'être, c'est d'apporter une solution à une problématique sociale ou environnementale. Ok, C'est vraiment sa raison d'être numéro un. Ensuite, qu'elle fasse des profits ou qu'elle n'en fasse pas, en tout cas, si elle fait des profits, on est sur une base de lucrativité raisonnable, sur une base de rémunération des salaires encadrés. Bref, il y a du raisonnable un petit peu à tous les niveaux, qui donne beaucoup de durabilité au modèle. ouais, Voilà, donc ça, c'est la version un peu mondiale, etc. Et en France, en l'occurrence, on peut appeler ça une ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, avec la loi Hamon 2014 qui définit, on peut créer une boîte et sur son cabis, on déclare qu'on est ESUS. Et ça a pas mal d'engagements qui correspondent un petit peu à ce que je viens de dire. ok, très bien. Mais avant tout, c'est si on se sent surtout, quand on crée sa boîte, si on se sent porté par une mission qui est de résoudre un ou plusieurs problèmes sociétaux, on n'est pas obligé de dire qu'on est une entreprise sociale, mais en réalité, déjà, ça veut dire que quand on fait ses statuts et que dans l'objet social, on le note, bah, c'est que ça va être une entreprise sociale. Et si après, on gère sa boîte, j'allais dire, de façon cohérente avec ses idées, bah forcément, on va bien traiter ses salariés, on va avoir de la gouvernance partagée, on va attirer des financeurs responsables. Enfin, voilà, tout va faire que, en réalité, on coche les critères des ESUS, quoi. Donc, dit un peu autrement aussi, c'est s'extraire d'une vision très libérale qui a pu dire l'entreprise n'est là que pour faire du profit pour ses actionnaires et d'aller un petit peu plus loin que ça et Voilà. de travailler sur pourquoi on le fait, la mission, la raison d'être et comment on le fait. C'est ça un peu le pourquoi et le comment notamment. Tout à fait. Puis on est vraiment dans le faire, hein. Les discours, c'est mignon, mais voilà, on est dans le faire. Et finalement, que la structure se reconnaisse dans ce mouvement et y mette un label, c'est une chose. Mais moi, j'étais membre du CJB pendant 6 ans. La majorité des entrepreneurs que j'ai croisés, bah, ils cochent tous les critères d'une entreprise qui est engagée. Donc, et je pense que la majorité des dirigeants de petites et moyennes structures le sont. Finalement, le capitalisme en outrance, l'argent pour l'argent et les mauvaises décisions court terme au service
d'une rémunération à double chiffre. On trouve ça dans peu d'entreprises. Ouais. Mais elles ont un gros impact et malheureusement, elles ont des lobbies extrêmement puissants. Et du D'accord. coup, elles donnent une fausse image aux jeunes de ce que c'est un patron. Yes. Ouais. Donc, effectivement, tu as mentionné le CJD. Je suis content. Moi, je viens d'y adhérer. Et effectivement, si certains sont intéressés par voir l'entreprise autrement, c'est sûrement un bon angle pour aller regarder, entre autres Ouais. avec le mouvement Impact France et d'autres organismes patronaux de ce type. Pour revenir à ton parcours, euh, tu disais que tu travaillais d'abord pour quelqu'un dans une entreprise sociale et puis Ouais. tu t'es lancé. Qu'est-ce le moment de bascule? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, pour moi, je le vois comme un petit peu un saut en parachute. Je sais même plus quel âge j'avais. J'avais un petit peu plus de 30 ans. Donc, je pense que j'avais eu besoin toute ma vie de me rassurer sur mes compétences, de me sentir légitime. Donc, euh, et que j'y vais des diplômes et que j'y vais de mes promotions internes, etc. Donc, vraiment sentiment de devoir me légitimer. Mais j'ai toujours eu petite une façon un peu entrepreneuriale. J'entreprenais dans ma vie, en fait. Cet esprit, ben, il y a un problème, je vais le résoudre. Je me retrousse les manches et j'y vais, j'y crois. Je l'ai toujours eu en fait. Mais j'ai jamais osé entreprendre avant, à la fois pour ce que j'aime dire au niveau me sentir légitime et puis parce que j'avais personne autour de moi qui l'était quoi. Donc, pour Ouais. moi, c'était un peu un tabou. Donc à force voilà de l'avoir vu et qu'on m'ait dit bah pourquoi pas toi, qu'est-ce que t'attends, etc. Voilà, je me suis lancée. Et puis bon, ça faisait 10 ans que j'étais en Angleterre. Mes parents commençaient à être âgés. J'avais envie aussi peut-être de me rapprocher d'eux, revenir en France. Et, et puis il y a eu pas mal de demandes en France sur ce qu'on faisait nous déjà en Angleterre. Donc je me suis dit bon bah allez, tous les signaux sont là. Il faut que j'aille quoi. Je me lance. Donc ça a coïncidé avec ton retour en France et à Lyon. Et l'idée, du coup, ça a été c'est la même chose, vous faisiez la même chose. C'est ça. J'ai dupliqué, adapté en France ce qu'on faisait en Angleterre. En fait, ce qu'on faisait en Angleterre, j'avais participé à le développer en Écosse, au Pays de Galles, et puis ensuite en Belgique. Et donc, on avait alors, peut-être un petit mot sur ce que fait Ethic, je sais pas Ouais. si c'est le moment, mais C'est euh, la donc à transition l'époque, parfaite. ouais, en Angleterre, ça s'appelait Ethical Properties, mais c'est la même chose qu'éthique. Le but, c'est de créer des espaces de travail mutualisés. Donc, la nouvelle génération de l'immobilier, on est vraiment sur l'usage, travail, comment est-ce qu'on peut mieux travailler, quel type d'endroit il faut pour bien travailler. Mais on veut que cet usage-travail, il soit dans des bâtiments qui soient cohérents avec des valeurs fortes, qui sont les valeurs de la société, mais qui sont aussi les valeurs des personnes que l'on accueille. Donc, on fait des espaces qui sont loués uniquement à des structures de l'économie sociale et solidaire, et de façon plus générale, les entreprises engagées. Donc, il faut vraiment déjà, on attire un public qui partage nos valeurs et qui ont envie finalement donc de travailler chez nous parce que c'est des bureaux de bonne qualité, qu'il y a beaucoup de services et d'équipements partagés et qui est donc, dans un bâtiment typique, on va trouver en rez-de-chaussée des salles de réunion, formation, événementiel, un resto, bien sûr, avec du bio, du local et compagnie. On a parfois des commerces, on a eu des maternelles. Enfin, en gros, les rez-de-chaussée, c'est ce qui est un peu ouvert au public. Ok. Et dans les étages, des bureaux de taille plus ou moins importante. Et parfois dans les sous-sols, des ateliers, des stockages, des choses comme ça. Mais donc voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui un tiers-lieu, ça veut dire que c'est usage mixte, mais ça rassemble une communauté autour de valeurs communes. Donc, quand on partage des services et des équipements, c'est facile. On s'entraide et on fait des brainstorms quand on déjeune ensemble. Voilà, ça, c'est vraiment le super impact, on va dire, confort, efficacité au travail grâce à ça. Bien-être des salariés, il y a des douches pour les gens qui veulent faire du sport entre midi et deux ou les cyclistes. Enfin, voilà. Il y a tout un écosystème qui permet de bien travailler. On n'a pas de baby-foot comme WeWork ou WeCrash. Mais bon, on a une vraie communauté, un vrai sens de la communauté.
Et le petit plus, outre le fait que il y a une sélection sur base des valeurs, c'est que les bâtiments sont hyper écolos. Donc, on a développé un vrai savoir-faire dans la rénovation de bâtis. Je dis souvent rénovation parce qu'on ne souhaite pas participer à l'artificialisation des sols. Donc, on a plutôt tendance à rénover de l'ancien plutôt que de construire du nouveau. Et on regarde tout ce que l'on peut faire pour limiter l'impact carbone du bâtiment. Donc, bien sûr, tout ce qui est efficacité énergétique, mais on va tout faire pour conserver l'eau, pour faire entrer la lumière naturelle, pour avoir assez de place pour tout ce qui est tri. Donc, on va trier jusqu'à 15 types de déchets dans nos espaces. De l'espace pour les vélos, Ouais. pour encourager les gens à faire du transport autour. Enfin, et le fait d'encourager les gens à manger un petit peu moins viande et de manger surtout très local, on a vraiment l'impact global de l'activité du bâtiment qui est pris en compte. C'est pour ça que je dis que c'est très écolo. Et ça permet aussi aux personnes qui y travaillent de le ressentir et d'être plus en paix finalement avec leur action par Ouais. rapport à leurs valeurs. Ouais. Ok, et donc aujourd'hui, vous avez combien de lieux? Parce que j'imagine que donc ça prend la forme de différents lieux dans Lyon, autre part. Bah, pour terminer la boucle avec ce que je disais, en fait, je suis partie d'Angleterre parce que euh, en Angleterre, en fait, on se développe aussi, contrairement à ce que font les promoteurs classiques ou les grandes foncières classiques. Nous, on parle de la demande réelle des futurs utilisateurs. Et donc, le premier lieu anglais a donné lieu à des demandes d'un autre groupe d'associations qui a voulu un deuxième lieu. Enfin, et ça se faisait souvent comme ça. Et très rapidement, nous, on avait des associations à Londres qui disaient, ben, nous, on fait du lobby à Bruxelles, on a besoin d'un lieu à Bruxelles. Et puis, on va souvent à Paris, on a besoin d'un lieu à Paris. Donc, en fait, je suis revenue en France pour déployer le modèle, mais je savais déjà pour qui j'allais commencer à D'accord, ouais, faire les lieux, en fait. d'accord. Euh, et donc aujourd'hui en France, on a une dizaine de lieux. Donc pour les Lyonnais, vous connaissez sans doute le La Martinière. Donc La Martinière, c'est un petit peu un lieu atypique. C'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais il y avait une vraie demande de la part des collectivités, des associations d'habitants il y a longtemps, en 2015, pour rénover ce lieu qui n'était plus utilisable parce qu'il n'était plus aux normes. Ok, Puis de s'assurer que ça ne devienne pas un casino ou un Carrefour Market et qu'au contraire, il y ait une offre de produits locaux. Donc ça c'est un projet lyonnais. Là, je suis à Vaux-en-Velin-la-Soie, donc on a un petit espace de coworking à la Soie. On a un grand espace donc EVA dans le 7e arrondissement, où là il y a restauration événementielle et des bureaux pour des structures qui ont jusqu'à 40 salariés. Voilà, ça dépend. Ça va du coworking à des plus grosses structures. Ça, c'est en région lyonnaise. On est basé à Grenoble, Toulouse, Castres, Montreuil, Nanterre, Lille. Et là, bientôt, on va ouvrir à Wikivillage, dans Paris 20e. ok, top. Super. Et du coup, c'est aujourd'hui l'ambition ou la vision que tu as pour éthique, quelle est-elle? Bah, donc, on a bien... Enfin, quand j'ai démarré, j'étais un petit peu considérée comme une grande rêveuse qui allait faire... Enfin, qui n'était pas du tout... pas qui rêvait trop, quoi. Mais une fois qu'on a sorti nos premiers bâtiments, ça a permis de montrer que c'était possible ce qu'on propose. Euh, Parce que finalement, on a réussi à inverser, on fait tous les métiers de l'immobilier, donc promotion, foncière, exploitation, c'est-à-dire qu'on va concevoir les projets, aller les acheter, déposer permis de construire, financer l'achat, l'exploiter. Enfin, c'est des métiers très particuliers, euh, plutôt agressifs et peu enclins à faire du collaboratif, des choses comme ça. Ouais, Et souvent, c'est des métiers qui se mélangent pas. Donc, on disait, mais non, tu peux pas tout faire, c'est séparé, etc. Donc, on fait tout à l'envers, mais au service de l'impact de l'environnement. Donc, c'était difficile à convaincre les premiers investisseurs, mais maintenant, ça va.
Pareil, il y a longtemps, bah, quand on parlait de tiers-lieux, les gens ne savaient pas du tout ce que c'était. Maintenant, ça commence à être un petit peu plus connu. Donc, on a toujours eu un aspect pionnier et malgré notre taille qui augmente, alors on reste une petite boîte, on est 28 salariés et on recrute beaucoup en ce moment, donc on sera une bonne trentaine là, dans quelques mois. Malgré la taille qui augmente, je souhaite garder cet esprit pionnier et cet esprit, ben, on révolutionne les secteurs dans lesquels on bosse pour Ok. qu'ils soient, on veut vraiment emmener tous les secteurs dans une meilleure, dans une voie vertueuse, quoi, pour une transition réelle. Euh, donc, on va continuer à innover. Sur le plan environnemental, on innove beaucoup. Là, par exemple, notre dernier bâtiment à Paris, donc je vous disais, dans le 20e, il fait 7500 mètres carrés. Il est tout en bois. Ouais. Euh, il y a 6 étages. Il y a des toilettes à séparation d'urine, ce qui fait qu'on va économiser 80% de l'eau qui est d'habitude utilisée dans les bâtiments. Enfin, voilà, on va très loin d'un point de vue technique, environnemental, un peu particulier, mais il faut pousser pour convaincre tout le monde. Mais c'est aussi dans la façon dont on travaille, l'usage. La visioconférence, on en faisait dès 2012, quoi, pour éviter les trajets. Enfin, Et donc ça, c'est le fait de mixer justement ces différents métiers qui permet d'innover, exactement, de ne pas exactement. avoir du coup d'autres quelque part parties prenantes qui pourraient dire ouais, mais nous on n'est pas prêts ou à prendre Ouais, le c'est risque. super complexe d'avoir tous ces métiers, mais si on veut pour avoir une cohérence à 100%, c'est essentiel. C'est-à-dire que si on veut avoir un super bâtiment bien exploité, en fait, l'impact environnemental, c'est à la fois dans le bâtiment, dans les gros travaux, mais c'est aussi dans l'usage quotidien, la personne qui éteint la lumière, etc. Donc, il faut qu'il y ait une vraie cohérence. Et pareil, dans le social, on peut pas proposer des loyers abordables et avoir un investisseur qui s'attend à des retours, je ne sais plus comment. Enfin, il y a vraiment une cohérence. Maîtriser tous ces métiers permet d'avoir ce modèle éco qui est très durable et qui est à l'abri finalement. Bah, l'immobilier, c'est un marché qui bouge beaucoup. Là, c'est rigolo parce qu'on a il y a plein de foncières partout qui sont mortes de trouille, les promoteurs à l'arrêt, machin. Ah là, les taux augmentent. Bon, bah, ok, mais l'argent gratuit, c'était sympa, mais je veux dire, à un moment, si on a un modèle solide et durable, on est à l'abri de ces fluctuations. Ok, et justement, et donc, tu parles des fluctuations, c'est peut-être un des sujets en ce moment. Il y a d'autres, j'imagine, même l'énergie. Vous avez dû être impacté aussi au moment du Covid avec le fait qu'on puisse plus aller dans les Ouais. bâtiments, etc. Comment est-ce que tu t'adaptes et comment est-ce que Éthique s'adapte à ces différents soubresauts justement qui peuvent apparaître? Ben, si on prend le Covid, finalement, on a perdu beaucoup de temps avec des ordres et contre-ordres administratifs, mais sur le reste, on a réussi à garder une vraie cohésion. C'est finalement, grâce à notre communauté et à nos outils et au fait qu'on avait déjà mis en place tout ce qui était visio, travail à distance, etc. Nous et nos locataires, en fait, on était mieux armés pour continuer à travailler hors site. Euh, on s'est vite organisé pour les personnes qui avaient besoin d'aller imprimer, d'aller poster, etc. Avec, comme on se connaît, voilà, on a pu mettre en place des rotas, des nettoyages, des machins. Enfin, donc on a pu s'adapter très très vite parce qu'on se fait confiance et qu'on avait des outils déjà un petit peu avancés. Euh, et comme on avait un vrai sens de la communauté et que très vite, moi, j'ai tout de suite décidé de pas appeler de loyer. J'ai tout de suite dit à tout le monde le lendemain des annonces, vous inquiétez pas pour votre trésor, on va appeler rien du tout le premier mois, le temps qu'on voit comment les choses vont. Euh, Bah, voilà, ça permet de sécuriser les gens. Et donc, il y a personne qui s'est cassé. Il y a quelques structures locataires qui ont déposé le bilan, mais c'était des structures qui étaient déjà très fragiles avant le Covid. Euh, la plupart ont très bien survécu. Après, là, il y a eu, bien sûr, après le Covid, on a eu la hausse des prix des matériaux. Mais comme on a travaillé beaucoup avec des prestataires locaux, ils nous sont plutôt fidèles et on a en plus des matériaux locaux. Donc, par exemple, ce bâtiment en bois, c'est du bois local. Hmm. Si c'était comme d'autres bâtiments en bois où les gens y mettent du bois juste pour dire, mais qu'en fait le bois il vient de Chine, bah, bien sûr, ils étaient embêtés, mais nous, non. Donc voilà, je pense que le fait de travailler localement permet aussi d'être très résilient et Ouais. d'avoir. Et alors, c'est quoi le prochain défi pour Éthique dans les mois qui viennent?
pour les années qui viennent? Là, comme on grandit souvent par palier, donc là, on est sur un palier de croissance qui fait on change un peu la culture au sein de l'entreprise. On est en train d'accueillir beaucoup de nouvelles personnes parce qu'il y a là, en un an, on crée une dizaine de postes, donc 10 nouveaux postes en un an. Ça fait quelque chose d'important à absorber pour une boîte qui, au début de l'année, on était une vingtaine. Mhm. Plus les départs, en fait, la boîte, elle change énormément en interne. Donc, on travaille beaucoup avec les salariés au fait de bien s'aligner. On a des chantiers transversaux d'adaptation des systèmes de l'entreprise, etc., pour la croissance. Donc ça, c'est un vrai challenge. C'est un challenge interne d'organisation, quoi. Mais on a des super personnes qui bossent chez Ethic, donc c'est plutôt enthousiasmant. Et puis, deuxième challenge, bon, non, pas tellement. Ce qui est important, c'est là, pour nous, chaque ouverture, c'est un événement. Donc, le gros événement de la rentrée, ce sera Wikivillage à Paris. Il va ouvrir juste avant le mois de l'ESS. Il devrait ouvrir fin octobre ou novembre. Ça va être un beau bâtiment. Donc, c'est faire bien fêter cet événement. Top. Bon, Challenge. c'est un format un peu court. J'aurais encore plein de questions à te poser. Est-ce qu'il y en a une que je t'aurais pas posée et un point sur lequel tu voudrais insister? Peut-être comme tu es en contact avec beaucoup de dirigeants, moi j'en croise beaucoup qui savent pas par où commencer qui ont envie d'être dans une transition, dans une approche plus juste de l'entreprise, de l'humanité et de l'environnement, qui savent pas trop par quel bout commencer. Donc sur le site on a une chaîne YouTube, j'ai fait quelques petites vidéos qui donnent des petits tips, euh, mais surtout ce que je veux dire, c'est qu'il suffit de regarder en fait quels sont les principaux impacts et les grandes lignes d'activité. En gros, c'est bien de recycler le papier, hein, mais si on est une entreprise, selon son secteur d'activité, faut juste faire un pas après l'autre et prioriser celui qui a le plus d'impact et travailler, faire des séances d'innovation et ça permet vraiment de. Souvent, je vois des gens qui basculent de modèles très toxiques ils utilisent la même technologie, le même savoir-faire pour autre chose Ouais. et ils deviennent hyper vertueux, quoi. Ok. Un petit conseil comme ça. Donc mesurer, regarder où on a, où il y a quelque part des impacts qui peuvent être assez forts, assez vite, Mhm. et puis oser commencer, quoi. C'est Ouais. ça le message. Et on Mhm. mettra le lien du coup vers ta chaîne YouTube avec ces petits Ok. conseils en description de l'épisode. Ouais. Super. Écoute, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'interview et d'avoir partagé l'activité d'éthique, ton parcours et puis tes convictions qui font du bien aussi et qui, je suis sûr, inspireront plein d'autres dirigeants et dirigeantes. Comment est-ce qu'on peut te contacter ou te suivre? LinkedIn, c'est le seul réseau où je suis. Bon, bah voilà, très Je bien. sais Au moins, plus c'est trop pour le simple. Une reste. porte d'entrée bien identifiée. Top. Merci beaucoup, Cécile, et à très Merci bientôt sur Benjamin. un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Merci. À très vite. Au revoir.